Voilà, c'est bon. Va nous donner quelques règles pour que ça déroule très très bien. On a très peu de temps. D'ailleurs, il faut que tu me dises combien de temps on a parce que je suis très bavard, surtout en ce qui concerne l'Éthiopie. Oui, c'est bien. Et ensuite, je propose qu'on se donne un petit moment d'échange à la fin. Absolument. Je voulais dire un grand merci au consistoire israélite ici à Strasbourg du Bas-Rhin qui, avec Gabriel et Yoav, anime ces rencontres autour de culture juive au pluriel. Yoav, est-ce que tu peux expliquer les règles? Alors, on garde, pour l'instant, nous, on va discuter, toi, tu vas présenter, et on garde un quart d'heure à la fin pour poser des questions. Combien de temps nous avons au total? Alors, on garde 50 minutes pour nous. Formidable. Alors, je démarre. Voilà, tu me dis par rapport les photos. Tout à fait. Alors, tu peux commencer avec la première photo qui va nous faire voyager dans ce pays merveilleux de la reine de Saba, épouse de Salomon, pardon. Voilà, alors ça c'est le consistoire. Nous passons à la carte de l'Éthiopie, qui est un pays 2 fois plus grand par la surface par rapport à la France et qui compte actuellement environ 110 millions d'habitants. C'est le 2e pays de l'Afrique. Alors vous voyez la puissance, c'est un pays émergent, l'un des plus pauvres en ce qui concerne le produit national brut per capita, par personne, avec un immense avenir. C'est un pays de l'avenir parce que actuellement, beaucoup d'industries se déplacent vers ces pays de l'avenir. Pourquoi le pays de l'avenir? Parce qu'un pays qui a un grand retard, qui a souffert quelque part d'isolement, Haïlé Sélassié, ensuite isolement communiste, où le pays pendant des années faisait partie du bloc de l'Est, on l'oublie. C'est seulement la chute du mur de Berlin qui a signifié la fin du communisme pour l'Éthiopie. Alors, c'est un pays aussi, grâce au communisme, ça c'est le côté positif, avec toute une population très éduquée, avec les niveaux d'éducation extrêmement forts, n'est-ce pas? Et c'est un pays qui a aussi un immense potentiel au niveau des ressources qu'on connaît à peine. Actuellement, les Australiens, les Israéliens aussi sont très actifs dans l'exploitation minière. Mais je voulais vous dire déjà, parce qu'on a dit les mots, les Israéliens sont actifs, c'est un pays d'avenir pour Israël. Il y a une complémentarité entre un petit pays Israël et les grands pays Éthiopie au niveau de savoir-faire, au niveau de capitaux, n'est-ce pas? Alors les Israéliens sont, je ne sais pas, des dizaines fois plus actifs que la France qui avait une relation, qui a toujours une relation très privilégiée avec l'Afrique, et ici avec Djibouti, mais la France qui est un tout petit peu endormie par rapport à Israël, qui a énormément de liens économiques avec l'Éthiopie. Alors hier, vous avez fêté Saint-Valentin et vous avez offert le bouquet de roses qui viennent de l'Éthiopie. Ce sont des entreprises israéliennes qui produisent énormément, qui sont très actives dans la horticulture et la production de roses, de tulipes, mais aussi des fraises. Les fraises qu'on voit en Europe, en Israël, viennent souvent par des entreprises israéliennes de l'Éthiopie. Alors, quelques mots par rapport à la carte. Je vous ai dit 2 fois plus grande que la France, avec Addis Abeba. Addis Abeba, ça veut dire la nouvelle fleur, une ville fondée par Ménélik II au 19e siècle, une ville de Nihilo, une ville nouvelle, n'est-ce pas, faite d'Eria au 19e siècle sur les terres des Oromo. Et en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, un pays magnifique qui est au nord d'Addis Abeba, lié à Jérusalem, à ces 3 monothéismes, et au sud, un pays qui appartient carrément à l'Afrique. Alors, ça se voit très, très bien sur cette carte par les ethnies, par les langues. C'est un pays de 80 langues. Alors, c'est surtout un grand réservoir de langues sémitiques.
En Europe, vous connaissez une seule langue sémitique qui est parlée en Europe, c'est la langue maltaise. Mais là-bas, il y a plus de 40 langues qui font partie de cette cette famille des langues sémitiques, dont ivrite, araméen, arabe, etc., etc. Voilà, alors 80 ethnies. Pourquoi? Pourquoi tant d'ethnies? Parce que c'est un pays de montagne où énormément de particularités, n'est-ce pas, linguistiques, culturelles ont été sauvées par les paysages très, très rudes, le paysage de la montagne. Déjà, quand vous arrivez à Addis Abeba, qui est au centre, vous arrivez dans la terre linguistique Oromo, et ici, vous êtes à 2400 mètres, et en fait, c'est un plateau de 2300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, et plus tard, dans le nord, dans les Simiennes, ça veut dire nord, en Amérique, dans les Simiennes, on peut monter à 3500, 4000 mètres, ce que nous faisons avec nos groupes. Alors, un pays qu'on appelle l'étoile de l'Afrique par rapport au Tibet, qui est considéré comme l'étoile du monde. Voilà un pays qui est très austère, avec des vallées, avec la difficulté d'accès. Du coup, la diversité culturelle est tellement riche, tellement formidable, avec tant de personnes, Yoika, avec tant de personnes qui, jusqu'à présent, cultivent leurs particularités, bien entendu menacées par la mondialisation, par Internet, par les échanges commerciaux. Et ici, la Chine est très, très active, n'est-ce pas, dans ce pays. Alors, je pense qu'il faut dire encore, en regardant cette carte, un mot par rapport aux voisins. Ils ne sont pas simples pour les Éthiopiens parce qu'il s'agit de zones très, très déstabilisées. Et l'Éthiopie, par la politique constante, c'est un point commun entre Haïlé Sélassié et les communistes, l'Éthiopie libre d'aujourd'hui, un point commun, n'est-ce pas, de toutes les politiques éthiopiennes, c'est la stabilité de la région. Alors, en deux mots, vous voyez le Soudan du Sud à l'ouest qui est déstabilisé, vous voyez Yémen qui est une scène terrible, on ne parle pas, personne s'inquiète, n'est-ce pas, une scène d'état terrible de la guerre entre les sunnites et les chiites, entre les arabes et les iraniens. Et vous voyez la Somalie qui est juste à droite, à l'est, qui est un pays aussi en guerre civile. Et vous voyez le Kenya au sud, qu'on ne voit pas tellement, qui est aussi un pays à la limite. Alors, finalement, le seul voisin qui est très stabilisé parce qu'il vit des loyers chinois pour les commerces, des loyers français, britanniques et américains, c'est Djibouti, qui est une vraie base militaire pour stabiliser aussi cet accès à la mer Rouge qui est si stratégique entre les golfes d'Aden et la mer Rouge qui va jusqu'à Eilat. Vous voyez le début de la mer Rouge. Alors, cette carte nous montre aussi la position par rapport à Israël. Et je voulais vous dire tout de suite, et j'aimerais bien peut-être qu'en conclusion, on retienne cette simple chose, qu'avec Éthiopie, j'ai découvert que le judaïsme n'est pas une affaire du Nord, partagée parfois avec comment dire, avec la simplicité, parfois avec quelques problèmes entre les séfaradim et les ashkenazim. Le judaïsme, ce n'est pas une affaire du Nord, ni ashkenaz, ni séfarad. Avec l'Éthiopie, j'ai découvert la centralité de Jérusalem. J'ai découvert que Jérusalem, ce n'est pas seulement le Nord et le dialogue avec le Nord et toute l'exportation du judaïsme, ensuite du christianisme au 7e siècle de l'islam. Non, il y a aussi le sud de Jérusalem, il y a aussi l'ouest et l'est, mais le sud est très important. Et Éthiopie, c'est une sorte d'interface entre Jérusalem et l'Afrique. Et je voulais vous dire que par la mer Rouge et surtout par les courants, les vents
les trois monothéismes ont pénétré en Éthiopie. D'abord le judaïsme, ensuite le christianisme, c'est le premier royaume chrétien avec l'Arménie, et ensuite par le Nil, parce que le Nil bleu commence ici, en Éthiopie, et par le couloir, par la vallée du Nil, les idées du judaïsme, et ensuite christianisme, islam, est passé par le Nil bleu, par Éléphantine, Aswan, n'est-ce pas, que vous connaissez certainement, et par le lac Tana, qui est un réservoir d'eau centrale. Et ici, pendant des années, pendant des siècles, les lois de Moïse étaient préservées sur une île qu'on appelle Kirkos. Voilà, alors passons aux images suivantes pour ne pas... André, une petite question avant qu'on passe. Oui, oui. Comment toi et quand tu as découvert l'Éthiopie? Alors, je suis né avec l'Éthiopie parce que j'ai découvert, je suis né en Pologne. Et en Pologne, il y a beaucoup de pommes de terre, il y a très peu de soleil. Et l'Éthiopie me manquait depuis que je suis tout petit. Et j'ai eu la chance de découvrir l'Éthiopie par mon père, qui était prof à la fac et qui suivait, moi je suivais tout petit la conquête communiste par les étudiants et les doctorants qui arrivaient à la maison chez mon père, qui était prof en physique. Alors, j'ai eu droit de découvrir Vietnam, Cuba, c'était une étape importante de mon enfance. Angola, j'ai découvert l'Éthiopie vers l'âge de 13 ans. Et c'était ma bar mitzvah, n'est-ce pas, éthiopienne, parce que d'un seul coup, dans notre maison, il y avait des étudiants éthiopiens qui venaient faire leur doctorat chez mon père. Et effectivement, pour moi, c'était fascinant de découvrir le pays. Et ensuite, j'ai découvert par un Polonais qui s'appelle Kapuscinski, qui était un écrivain, journaliste, écrivain formidable, qui a écrit beaucoup sur ce pays. Et ensuite, comme j'étais un tout petit peu plus âgé, j'ai découvert un personnage qui est moi, qui est en fait moi, qui est un personnage de Jacques Fajtowicz, un juif polonais né à Łódź, qui est parti en France, un tout petit peu comme moi, je suis parti après le bac, et qui est allé par hasard, envoyé par le doyen de l'école orientaliste française par Joseph Halevi, il est parti en Éthiopie, et il est tombé carrément malade de l'Éthiopie, et il a consacré toute sa vie pour les droits des Éthiopiens à la reconnaissance au judaïsme occidental. Alors, c'est quelqu'un qui vient de Manchester polonais, Ashkenaz, de la ville de Lodz, Łódź, qui est parti faire des études d'ingénieur à Paris, mais ensuite, il est devenu le bras droit, l'élève modèle de Joseph Halevi, de ces grands orientalistes français, et c'est Jacques Yacoub Fajtowicz, qui est bien entendu devenu israélien après, qui a fait le pont entre les Juifs et longtemps avec tous les aliotes avant le programme de sauvetage, n'est-ce pas, israélien, américano-israélien. Il a contribué à découvrir le monde juif et surtout il a protégé par rapport aux missionnaires chrétiens, protestants, qui ont fait beaucoup de dégâts. Et c'est lui qui a fait un vrai pont entre le judaïsme éthiopien et le judaïsme de son enfance, le judaïsme ashkénaze. Alors je pense qu'on aura une image de ce monsieur qui ressemble énormément à Madès France. Est-ce que tu l'as? Alors, on va... Voilà. Alors c'est un tout petit peu Madès France polonais. C'est Jakub Jacques Fajtowicz qui est décédé à Jérusalem, qui n'a pas connu les aliotes suivantes, n'est-ce pas? Mais c'est un grand bonhomme qui a fait énormément pour l'éducation du peuple juif de l'Éthiopie, pour la construction des écoles. Il y a deux ces élèves qu'on voit ici qui sont devenus plus tard les conseillers de Haïlé Sélassié. Alors, si vous voulez, un personnage tellement important qu'on ne peut pas lui consacrer même un zoom. Je vous invite un tout petit peu à me suivre. Je suis fasciné par Jacques
il y a, je pense, quelques récits de sa famille, mais c'est vrai, c'est un personnage qui demande à être découvert et mieux connu. Un grand bonhomme, un mensch, comme on dit en Éthiopie. Alors, on prend l'avion? Oui, on prend l'avion et on va partir vers ce pays qui est finalement pas très loin. Il faut traverser la Méditerranée, Israël et ensuite l'Égypte et on arrive en Éthiopie, dans ce pays de la montagne. Peut-être on revient à l'avion, peut-être tu peux actionner. Ce sont des images de l'avion pour vous montrer la topographie du pays, qui est un pays de la montagne, avec beaucoup de problèmes de sécheresse, d'où les famines, n'est-ce pas, avec un travail immense de génération pour l'agriculture en terrasse. Et ce sont des petits avions canadiens bombardiers avec lesquels on peut se déplacer facilement d'une région à l'autre. Pour nous, c'est très facile parce qu'on a des avions pour les Alsaciens, pour toi, de Francfort, aussi de Paris, actuellement c'est suspendu, et de Marseille. Mais il faut savoir qu'une fois sur place, il faut se déplacer avec des petits avions qui sont pas chers, qui sont très sûrs. C'est la première compagnie d'aviation africaine, Ethiopian Airlines. Et je voulais vous dire qu'il y a beaucoup plus de liens avec Israël. Il y a énormément d'échanges avec Israël. Je vous ai parlé des fleurs, mais il y a beaucoup d'échanges dans les deux sens. Et les avions de El Al ou de Ethiopian Airlines sont très fréquents. Peut-être pas aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que Ben Gurion est toujours sous quarantaine. Mais Éthiopie est beaucoup plus proche d'Israël, malheureusement, que de la France. Malgré tout, tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? C'est un pays économiquement, stratégiquement, culturellement très proche et très important pour Israël. Par rapport au paysage, est-ce que le paysage qu'on voit Le paysage, c'est un paysage tectoniquement très récent. C'est un pays qui suit la Grande Faille. Alors, si vous voulez, en deux mots, la frontière entre l'Afrique et l'Asie. Et Israël est assis sur cette faille, n'est-ce pas, qui continue en sous-marin par la mer Rouge. Alors, Moïse avait beaucoup de mal pour traverser la mer Rouge parce que c'est une mer très profonde. Pourquoi? Parce que c'est la faille tectonique remplie d'eau et ensuite cette faille continue en terre par l'Éthiopie et on voit les branches de cette grande faille en Éthiopie avec des vallées, avec les différences de niveaux incroyables, mais la moyenne c'est 2500 mètres. 2500 mètres, ça veut dire il ne faut pas trop fumer, il ne faut pas que vos valises soient trop lourdes. Et par rapport aux valises, pour qu'elles ne soient pas trop lourdes, je vais développer cette question plus tard, mais je voulais vous dire que pour voyager, il faut être en forme. Pour voyager, il faut être curieux, c'est notre cas. Et pour voyager, il faut un tout petit peu accepter les conforts local, voilà, les 5 étoiles locales. Voilà. Et après, tout vient tout seul. Toutes les personnes qui sont venues en Éthiopie ont été fascinées par ce pays qui a une importance culturelle pour les trois monothéismes immenses. Et si on voit ça avec des lunettes ashkénazes, c'est vrai, c'est quelque chose qui est formidable. On continue. Alors, on va continuer par une photo qui m'est très, très chère. C'est une photo d'un des groupes. Alors, vous voyez nos membres. Il y a nos groupes qui sont composés en général de 20 personnes. Et nous nous déplaçons avec un bus renforcé avec 4 roues motrices. On met nos bagages sur la galerie. Et on s'arrête souvent pour avoir des contacts avec les gens. Ici, on est à 3000 mètres. Il y a un petit berger qui
qui rentre à la maison ou qui va quelque part, on l'a arrêté avec ses copines pour prendre ces photos. Alors, vous voyez, la plupart de nos membres portent un chapeau. Alors, ici, je raconte toujours une anecdote. Je vais enlever la kippa occidentale et je vais prendre la kippa éthiopienne. Ça, c'est la kippa éthiopienne, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais la mettre. Voilà, ça, c'est la kippa des juifs éthiopiens. Et ça, c'est vraiment avec un petit machin. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui est traditionnel pour les juifs de l'Éthiopie. Il y a des formats plus récents avec les couleurs de l'Éthiopie qui sont devenues les couleurs du continent. Ça, je vais vous expliquer après pourquoi. Et ça, c'est la forme récente. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que les Juifs portaient. Alors, aujourd'hui, on porte forcément les kippotes parce que c'est un lien, un symbole de la solidarité avec le monde nordiste d'Israël et de la diaspora. Mais comme j'aime beaucoup la tradition éthiopienne et comme j'aime beaucoup provoquer un tout petit peu, je suis allé, quand je suis arrivé pour la première fois avec la kippa éthiopienne à la synagogue, et je me suis rendu compte que primo, j'étais le seul blanc à la synagogue, et ensuite j'ai compris que j'étais le seul à porter la kippa éthiopienne. Alors, tout le monde m'a regardé avec beaucoup d'étonnement. Et après Kabbalat Shabbat, il y a le président de la communauté qui est venu vers moi et je pensais qu'il allait me taper, mais il s'est jeté sur moi, il a commencé à m'embrasser, c'était avant Covid, et il a dit Abraham, parce qu'on m'appelle comme ça, est-ce que tu sais ce que tu portes sur ta tête? Alors j'ai dit, mais la kippa éthiopienne. Alors il a dit, mais oui, mais tu sais ce que ça veut dire, ce que ça représente? Et il m'a dit que c'est le chapeau, la couronne du roi Salomon, celui qui a accueilli la reine Saba, et que les Juifs éthiopiens, les Beta Israël, pendant des siècles, ont préservé cette forme, n'est-ce pas, en fidélité par rapport à cette belle légende qui dit que les Juifs, et les chrétiens d'ailleurs aussi, les musulmans, ils ne s'identifient pas à cette légende, mais les Juifs et les chrétiens, ils pensent qu'ils sont tous nés, n'est-ce pas, de cette union de la belle reine Saba et du roi Salomon et de leur fiston qui s'appelait roi Menelik. Alors voilà la belle histoire. Et ensuite, ici, on ne porte pas. Par contre, vous voyez, il y a des femmes qui portent, mais c'est plutôt les hommes qui portent en plus grand. C'est le tawes, le talit, qui s'appelle gabi. Gabi, d'accord? Et c'est fait en coton sur des métiers à tisser. C'est un travail très rude. Ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est mon gabi de service. C'est le talit éthiopien porté par les hommes, mais les femmes portent quelque chose qui est beaucoup plus simple. Et vous voyez les foulards, plutôt ce sont des foulards qui sont portés par les femmes éthiopiennes avec les grandes croix. Et cette croix, c'est aussi une histoire juive parce que ce sont des produits des juifs. Les Juifs étaient traditionnellement des forgerons et ils font, même jusqu'à aujourd'hui, tous les forgerons à la campagne sont juifs, ils font des croix pour des chrétiens locaux et c'est un travail très intéressant. Alors je vous ai amené quelques exemples. Ça, c'est le travail des forgerons juifs. C'est quelque chose qui peut faire 50 centimètres. Voilà. Et ici, j'ai un exemple qui fait 1 mètre. Ah, c'est très lourd. Voilà, ça fait 1 mètre. Voilà. C'est un magnifique travail. Alors, je ne sais pas si vous voyez des presses.
C'est un travail de broderie dans le métal qui est c'est très lourd. Voilà, c'est un mélange d'argent et du cuivre. Alors, ça sert à quoi l'objet que tu tiens là? Alors ça, c'est un tout petit peu la même chose que dans le judaïsme. On met sur les rouleaux de Torah, Les rimonimes. les rimonimes. En fait, on met sur les bâtons des prêtres. Je ne sais pas, je vais vous montrer la finition de la petite croix. Voilà, on met ça sur les bâtons et on porte ça comme ça. Voilà, alors quelques mots tout de suite par rapport au judaïsme, mais passons peut-être à la photo suivante. Oui. Ah. Alors, tout simplement, l'Éthiopie, ce n'est pas seulement la culture, pas le monothéisme. Effectivement, les trois monothéismes sont présents en Éthiopie. La langue commune, la seule sur toute la planète, langue commune de ces trois monothéismes, c'est la langue gaze. Et malgré toutes les protestations des intégristes musulmans, Coran écrit en gaze, l'histoire de ce qu'on appelle évangélias, les évangiles, l'histoire de Jésus. Alors, il y a beaucoup plus d'évangiles là-bas qu'en Occident, parce que c'est un christianisme oriental. Et les évangiles sont écrits aussi en gaze. Et ensuite, la Torah, Talmud, ça n'existe pas, d'accord? C'est un judaïsme proto-talmudique qui n'a rien à voir avec la fête des Purim qui arrive bientôt, avec le Talmud, avec Hanouka. Voilà, ce sont des choses qui viennent du Nord, d'accord? Mais c'est un judaïsme très puritain, et Torah est également écrite en gaze. C'est une langue sémitique également, et passionnante. D'ailleurs, je l'étudie. Mais je voulais vous rassurer qu'il n'y a pas seulement des Juifs et le judaïsme en Éthiopie. Il y a d'autres attractions. C'est un pays merveilleux du point de vue naturel. Et dans les programmes de Valiska, on a, pour respirer un tout petit peu, parce qu'on n'est pas seulement pour étudier, on a des moments privilégiés de contact avec la nature. Alors voilà, je voulais vous montrer des hippopotames du lac Tana. Alors, au lac Tana, il y a beaucoup de familles de ces mammifères immenses et c'est toujours une grande joie de rencontres. Il y a beaucoup d'oiseaux également. Ce sont des oiseaux qui passent de l'Europe via Israël. D'ailleurs aussi, il y a des cigognes qui viennent peut-être de l'Alsace, Yoav, ou de la Pologne. Absolument, qui viennent d'Alsace. Qui s'arrêtent en Eretz et ensuite hivernent en Éthiopie et ensuite ils reviennent. Alors nous, on fait la même chose. On part en Éthiopie en général en décembre, en janvier. Et la dernière fois, j'y étais fin février, comme maintenant, juste avant la pandémie. Et après le départ de mon groupe, je suis resté pour travailler pour la récolte de café, parce qu'actuellement, fin février, on ramasse les grains de café. Alors, peut-être encore une image de nos amis du monde animal. Il y a beaucoup de singes, mais ce type de singe est uniquement trouvable en Éthiopie et on les voit dans les montagnes simiennes, qui est au nord de l'Éthiopie, un massif impressionnant qui a servi de refuge aux Juifs éthiopiens. Ici, je fais tout de suite, peut-être on va revenir à la culture, Yoav. Voilà, on revient à la culture et on revient à ces belles images, n'est-ce pas, d'un prêtre qui, comme moi, porte Gabi et qui étudie, je pense que c'était le psaume de David. C'est une belle photo qui nous montre à quel point le christianisme éthiopien est proche du judaïsme. Et c'est vrai, parfois je dis des provocations pour un tout petit peu nous réveiller, pour
Pour réfléchir ensemble, je dis que souvent les chrétiens éthiopiens sont plus juifs que les juifs du Nord. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé des habitudes très, très anciennes qui n'existent plus dans le judaïsme, notamment les lois de pureté. Il y a des lois de pureté qui sont extrêmement anciennes, qui sont très, très juives. En fait, à cause de la coupure du judaïsme éthiopien avec le reste du monde, avec Jérusalem par le christianisme et par la vague d'islam, ce judaïsme a gardé des traits extrêmement intéressants pour quelqu'un qui s'intéresse aux religions et à l'histoire des religions. Et on trouve en Éthiopie des choses qui ont évolué dans le judaïsme, comme les lois de pureté, comme je pense que nous avons préparé aussi une image plus tard, mais on va revenir, comme par exemple l'enterrement. Alors, l'enterrement dans le Nord s'est fait un an après pour les Yurtzeit en mai, en général les Matzevot, les Matzeives, les pierres tombales. Mais je voulais vous dire que pour rendre hommage, je l'ai fait hier pour les massacres du 14 février au cimetière médiéval de Strasbourg, on met des petites pierres, des petits cailloux. Alors, figurez-vous, en Éthiopie, dans le judaïsme et même dans le christianisme éthiopien, on met des pierres. Des pierres et les tombeaux, ce sont des tas de pierres, comme dans le Sinaï, et c'est toujours le fils aîné qui dit Kaddish, qui met la grosse, grosse pierre en premier, et c'est très, très émouvant. Bien entendu, cette tradition perd. Il y a de plus en plus de contacts avec Israël. Maintenant, après les Aliotes, les seuls liens, ce sont les familles, les Juifs qui vivent en Israël. Alors, bien entendu, la puissance d'influence ashkénaze est telle que malheureusement, le judaïsme se perd. Et je voulais vous dire qu'après les combats pour les Juifs, pour le sauvetage de la vie des Juifs éthiopiens, maintenant, le monde juif doit se battre pour le sauvetage de la culture et le judaïsme éthiopien, parce qu'il est très, très menacé, parce que la force d'attraction d'Israël et d'Occident, qui est pour elle le Nord, n'est-ce pas, le Nord américain ou le Nord européen, est telle que malheureusement le judaïsme éthiopien perd ses valeurs, et c'est très, très dommage. Alors, je répète, nous avons sauvé les vies. Et c'est très, très important. Mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Il faut sauver la culture. Et c'est une culture très riche qui nous apprend beaucoup. Et aujourd'hui, en Éthiopie, la communauté, on peut dire, est juive. Est-ce Alors, qu'elle existe? Est-ce qu'elle est réelle? alors ça, c'est quelque chose qui est très stratégique et fragile. Pourquoi? Parce que les Juifs sont, comme d'ailleurs en Occident, comme en France, sont dans une position de dialogue. C'est un repère très, très important pour les chrétiens aussi. Alors, si vous voulez, il y avait toujours la tendance de christianiser les Juifs, comme en Occident, aussi sous les rares périodes de la domination musulmane de l'islamisé, n'est-ce pas? Mais je voulais vous dire que, alors il y a une belle image, tu peux revenir à la maison juive, juste avant, à la maison juive. Alors, juste un instant, je trouve bien. Voilà, c'est ça. Alors voilà, on voit une belle maison juive avec cette famille. Je voulais vous dire que pour revenir à la vie juive, ces juifs étaient coincés entre les musulmans et les chrétiens, et avec les musulmans, c'était dur. Mais avec les chrétiens, c'était beaucoup plus facile. Et je le dis souvent qu'on ne peut pas comparer la situation des Juifs en Éthiopie avec l'anti-judaïsme qui est devenu l'antisémitisme en Europe. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas eu de Shoah en Éthiopie. Il y a eu énormément de préjugés, notamment à la campagne, où les Juifs ont été considérés comme impurs.
qui devaient avoir des métiers bien définis comme forgeron, etc. Mais si vous voulez, bon, on est forgeron en Éthiopie, on est psychanalyste en France. Si vous voulez, c'est comme ça. Mais on ne peut pas comparer tout ce qui s'est passé en Éthiopie, en Europe, avec la Shoah, n'est-ce pas, avec ces pays qui a eu aussi des rois très très bons. Alors il y avait des rois mauvais, par exemple l'appellation antisémite et péjorative, et ça j'aimerais bien qu'on retienne des juifs éthiopiens, c'est Falasha. Falasha, ça veut dire en français sans domicile fixe. SDF, ça veut dire clochard. Et j'aimerais bien qu'après cette rencontre, on retienne que Falasha, c'est quelque chose qui fait mal, qui est antisémite, qui veut dire vagabond. D'accord? Ce sont des appellations chrétiennes pour humilier le peuple juif éthiopien. L'appellation, je dirais, des intéressés, c'est Beta Israël. Je dis Israël et pas Israël parce que c'est pas Israël, mais Israël, c'est leur appellation Beta, foyer, peuple d'Israël. Alors, bien entendu, les aliotes ont beaucoup changé. Le judaïsme a été sous une pression immense au 19e siècle, début 20e également. Et ensuite, les régimes communistes combattaient toutes les formes de religion. Et beaucoup de juifs sont devenus communistes. On connaît ça de l'Union soviétique, mais c'était comme ça en Éthiopie aussi. Et ensuite, le judaïsme s'est trouvé dans une position très très mauvaise parce qu'à la fois on n'était pas chrétien et même on n'était pas considéré comme éthiopien. Ensuite, je parle de la période de Marie Haile Mengistu. Haile Marie Mengistu. Alors, la période communiste. Alors, malheureusement, Mengistu, pour opprimer le peuple, pour peut-être mieux asseoir le communisme, a fait la même chose que Staline en Ukraine. Il y a eu la destruction des récoltes et en plus, il y avait la sécheresse et tout ça, ça donnait des choses terribles que vous connaissez par la vague de famine en Éthiopie. Et ça, ces famines ont mis sur la route des milliers de gens, des centaines de milliers de gens, et parmi eux, il y avait des juifs. Mais je vous dis tout de suite qu'il n'y avait pas seulement des juifs qui sont partis comme on partait depuis l'Europe vers les États-Unis, uniquement des juifs à cause de l'antisémitisme. Non, c'était des Éthiopiens, et parmi eux, il y avait des juifs. Et effectivement, à ce moment, Israël a donné un nouvel élan au sionisme moderne, n'est-ce pas? Et a ouvert les bras. Alors ça, c'est une vieille histoire, c'est une histoire qui remonte à Begin. Begin a dit qu'il s'agit de notre sang. Et c'est vrai, depuis les années 70, depuis ces propos de Begin qui ont été tout de suite repris par les grands rabbins séfarades, on a ouvert la porte vers ces 3 ou même 4 aliotes successives. Et je voulais vous dire que ça enrichit énormément Israël. Et chaque fois quand je suis en Israël, je vois des soldats éthiopiens. Je leur dis salamnou, comment vas-tu? Et ils sont tellement heureux d'être à la fois israéliens, ils sont israéliens. Alors tout de suite, parce qu'on a un public francophone en grande majorité de France, je voulais vous dire qu'il y a en France beaucoup de clichés. On pense à la française que l'immigration des Juifs en Israël, c'était une affaire de la gauche qui défendait les Juifs noirs. Or, c'est tout à fait le contraire. C'était toujours la droite israélienne qui voyait un grand intérêt dans cette immigration. Et c'est vrai, on ne s'est pas trompé parce que ce sont des excellents soldats, des pilotes,
depuis l'ordre d'air, et on a eu même une Miss d'Israël, et maintenant une chanteuse. Alors, il y a beaucoup de chanteurs. Alors, les gens qui sont un tout petit peu pessimistes ou de mauvaise foi, ils disent qu'il y a beaucoup de racisme en Israël. Je réponds tout de suite que non, qu'il y a plus de racisme aux États-Unis, notamment dans le Sud, après 2 siècles de la présence des Afro-Américains, qu'en Israël. Et en quelques années, on a fait un miracle, parce que quand vous voyagez en Éthiopie, quand vous connaissez d'où venaient ces Juifs, vous voyez la différence et le choc de civilisation. Je n'aime pas cette appellation, comme vous tous et toutes, mais c'est vrai, c'est un peuple qui a été condamné à la montagne et aux conditions de vie très, très dures et se retrouve dans un état quand même qui est moderne, n'est-ce pas? C'est vrai, mais Hacharim, c'est une exception. Mais Israël, c'est Tel Aviv, c'est la high-tech, c'est une société tech qui va très vite en avant. Et c'est vrai, le décalage est immense. Alors, c'est vrai, il y a malheureusement des tensions, notamment avec les Juifs d'origine russe. En Israël, il y a plus d'1,5 million de Juifs d'origine russe. Et ces Juifs sont venus sans bagage religieux et on rencontrait des Juifs pauvres qui n'étaient pas comme eux stomatologues, dentistes ou mathématiciens, mais très religieux. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a mal digéré, de voir quelqu'un qui est juif religieux, qui est pauvre, qui a beaucoup de problèmes d'intégration. Et c'est vrai, il y a toujours des tensions, mais heureusement, ces tensions sont de moins en moins importantes. Je reconnais qu'il y a de plus en plus de mariages mixtes entre les Israéliens et Éthiopiens. En général, ce sont des femmes, je ne sais pas pourquoi, elles sont quand même très belles. Et alors, par rapport à ça, parce que moi, je suis marié avec une Alsacienne d'origine polonaise, qui est argentine en fait. J'ai une Éthiopienne à la maison, je vais vous montrer. Voilà, c'est ma belle Éthiopienne. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une magnifique robe juive éthiopienne, c'est fait à la main, n'est-ce pas, avec des métiers à tisser. Et c'est un très joli mannequin. Magnifique. Oui. C'est surtout la broderie qui est très, très belle. Vous voyez la broderie, j'essaye de vous montrer, mais je ne sais pas si ça marche. Oui, 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 on voit. Voilà, c'est la broderie. Alors, ça ressemble énormément, chose étonnante, aux robes Touareg, n'est-ce pas? Alors, pour revenir à la société israélienne, il y a de plus en plus de mariages entre les Russes, les Israéliens d'origine russe et éthiopienne. Et il faut attendre. Nous, ça fait à peine 30 ans, n'est-ce pas? Très, très peu. Et petit à petit, je pense que les différences vont être plus constructives que la division. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qui s'est passé avec les Aliotes? Alors, dans les journaux israéliens, à peu près une fois tous les 6 mois, on lit les derniers juifs éthiopiens arrivent en Israël. Alors ça, on lit depuis 30 ans. Dans les journaux, on lit que les derniers juifs éthiopiens arrivent en Israël. Et actuellement, on a eu en décembre quelques centaines de personnes qui sont arrivées également de l'Éthiopie. Alors, on a dit de nouveau, les derniers juifs arrivent de l'Éthiopie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème est, comme dans la blague russe, qu'il y a des juifs qui partent en Israël, il y en a de plus en plus en Russie. Alors, c'est la même chose avec l'Éthiopie. Il y a des départs, il y en a qui partent, mais les nouveaux juifs se montrent publics de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un phénomène Maran très important, on les appelle de façon aussi péjorative Falasha, Falajmura. Ah, voilà. Quelqu'un a envoyé un message.
Oui, mentionné Falashmoura, Kalashmoura, oui. ce sont des maranes qui préservent l'adhésion, cohésion juive, n'est-ce pas? Ils se marient entre eux. Mhm. Ils préservent les mêmes métiers, notamment potier, forgeron, aussi tisserage, mais un tout petit peu moins. Et parce qu'il y a aussi des chrétiens qui sont dans les tissages, mais notamment les forgerons. Alors, il y a ce phénomène, si vous voulez, maran, qui ressort les juifs publics, et ces juifs apparaissent de plus en plus avec la liberté culturelle qui est actuelle. Éthiopie, c'est un pays qui est très intéressant sur le plan de la diversité culturelle. On peut être aujourd'hui éthiopien et juif. Du coup, il y a des communautés qui se créent un tout petit peu partout dans le nord. D'accord? On parle uniquement du nord. Actuellement, il y a une grande communauté qui s'appelle Beta Abraham. Mhm. C'est une communauté qu'on peut dire en deux mots qui est une communauté juive diasporiste. Ils veulent être juifs en Éthiopie. Ce sont des gens très dynamiques sur le plan économique qui viennent d'un quartier pauvre, mais il y en a de plus en plus qui sont très hauts dans l'économie, dans la vie politique, culturelle aussi. C'est une communauté qui est très féconde et qui va donner beaucoup de talents dans l'avenir. Ensuite, il y a Beta Israël, c'est une communauté qui est établie à Gondar, qui est Jérusalem pour les juifs éthiopiens, et si vous voulez, Jérusalem éthiopien, n'est-ce pas, Habasha. Et là-bas, à Gondar, on a une communauté qui est très structurée de 8000 personnes. Alors, si vous voulez, il y a environ 15 000 juifs dans les communautés au pluriel juives aujourd'hui, mais ces chiffres grimpent énormément si on prend en compte les Falashmura, ces juifs marranes, et si on se balade comme moi je fais depuis des années à la campagne, on découvre toutes les castes des forgerons juifs et effectivement, selon les estimations des sociologues que je partage entièrement, il y a environ 150 000 juifs en Éthiopie qui peuvent prétendre à l'appartenance à la nation d'Israël. Alors c'est vrai, c'est un chiffre qui dépasse légèrement le nombre de Beta Israël qui sont israéliens, qui sont aujourd'hui en Israël, mais je répète, on peut pas, c'est un débat sans fin parce que la proximité déjà du christianisme avec le judaïsme est telle qu'il y aura toujours des juifs en Éthiopie, et je le souhaite. Je souhaite qu'Israël soit riche, fort de la présence des juifs éthiopiens en Israël, et qu'il y ait la communauté forte juive en Éthiopie, que ce ne soit pas seulement une relation de charité, n'est-ce pas, de tzedaka, mais aussi un monde autonome juif qui est juif et qui est important pour Éthiopie et pour Israël, mais sur place. Et je pense que petit à petit, on va évoluer vers ce scénario des juifs éthiopiens en Israël de mieux en mieux intégrés, avec des gens de plus en plus actifs, et avec la vie juive qui sera de plus en plus structurée et intéressante en Éthiopie. Et j'espère qu'il n'y aura pas de sécheresse, de problèmes politiques ou économiques, que la liberté va donner la chance aux Juifs d'être Juifs aussi en Éthiopie. André, on va passer. Il est déjà 50. Alors, On va continuer. Alors ça, c'est un chapitre qui est très très cher. C'est un restaurant de valises qu'on a ouvert il y a un an à Bahardar. Alors, vous voyez, ça représente à peu près combien 50 mètres carrés. C'est une dalle de béton que nous avons coulée. Alors, je participais à ça. Et nous avons construit ces restaurants qui sert des plats végétariens, du poisson, du lac Tana,
une excellente soupe végétarienne et on sert des bananes en dessert et le café. Alors ici, vous voyez la femme du manager qui fait le café. Il y a les casseroles de l'armée française que j'ai acheté en marché aux puces en Alsace, que j'ai amené là-bas. Vous voyez les grandes casseroles. Aussi, j'ai équipé la cuisine du restaurant avec la cuisine démobilisée, n'est-ce pas, que j'ai trouvée en marché aux puces, pas très loin de Epwick, à Bar. Et, De la cuisine américaine, c'est ça? non, non, c'est français. Non, non, c'est français. Ça vient de la France, de l'armée française, mais ils ont recyclé ça. D'ailleurs, j'ai acheté ça chez les Yéniches alsaciens, une population très intéressante ici en Alsace. Et je voulais vous dire que pour 5 euros, on a un repas complet. C'est un beau projet qui est humanitaire et qui fonctionne très, très bien. Et le deuxième projet, ici, je n'ai pas de photo. C'est un projet que j'ai développé avec Valiske, tout simplement parce que j'ai découvert qu'avec Ethiopian Airlines, on peut avoir 2 bagages, d'accord? 2 valises de 30 kilos chacune. Alors, tout simplement, je fais des calculs et depuis que je pars avec des groupes de valises en Éthiopie, je demande, c'est absolument optionnel, ce n'est pas du tout un décret, n'est-ce pas? Celle ou celui qui souhaite peut prendre une valise pour voyager et une deuxième en forme de sac, une vieille valise avec des vieux vêtements qu'on jette ou qu'on donne. Du coup, depuis des années, j'amenais environ 2000 kilos, ça veut dire 2 tonnes de vêtements. Chaque groupe amène environ 200, 300, parfois plus kilos. Et c'est quelque chose de formidable. On a ouvert une banque vestimentaire à la communauté juive de Gondar. Et quand j'arrive à Gondar, on dirait Moïse arrive à Gondar parce que les gamins courent derrière moi. Il y a une grande joie dans la communauté. Et 1 heure avant Shabbat, on met tout sur une table. Et ensuite, avec une grande solidarité, le président et le conseil d'administration de la communauté distribuent les vêtements parmi les gens qui sont les plus nécessiteux. C'est très, très beau ce qu'on fait. Très beau. Super, wow. Allez, on continue. Alors ça, je pense qu'on a abordé cette question, alors Oui. on ne va pas s'arrêter. Je voulais vous dire qu'ici, on voit les matzevot influencés par le judaïsme nordiste avec cette décoration qui est presque sortie de l'Ukraine ou de la Pologne, n'est-ce pas, avec les bougies de Shabbat, avec la décoration florale, naïve, un tout petit peu ashkénaze, avec Magen David qui est un symbole des chrétiens qui, de nouveau, devient un symbole des Juifs à cause d'Israël, n'est-ce pas? Alors, je répète, la forme archaïque, ancienne, de Matzevot, c'était l'état de pierre comme dans le Sinaï, comme dans la Torah. Ok, on continue. Ah, voilà. Alors voilà, est-ce que tu peux montrer ça? C'est très important, c'est très émouvant. J'ai assisté aux enterrements comme ça. Ça, ce sont des matzevot anciennes en forme d'état de pierre, exactement comme dans la Torah. Ce sont les proches, les fils qui amènent des pierres et au fond, vous voyez la forme récente qui déjà est un témoignage de contact avec Israël. Alors ça, c'est la grande synagogue de Gondar. Il y a beaucoup de minyan à Gondar, mais ça, c'est la synagogue qui s'appelle Hatikva, n'est-ce pas? Hatikva, pourquoi Hatikva? Parce qu'il y a des gens qui attendent depuis des années pour pouvoir partir. Alors, il y a le couple Madame Monsieur Weil qui sont venus de Boston, des Alsaciens de Boston. Il y a plusieurs amis, des proches de Valiske qui voyagent beaucoup avec nous. Un groupe de 25 personnes, je pense qu'on n'est pas tous ici. Et ça, c'est le groupe, il y a un an, pile poil, malheureusement, la pandémie nous a arrêtés. En général, j'y vais 3 fois, 4 fois par an en Éthiopie. Je suis très, très actif en Éthiopie. Je n'ai pas écrit un seul livre sur l'Éthiopie, mais ma force, c'est le terrain.
Et je pense que je mangeais des tonnes de poussière en Éthiopie et je connais tellement bien tous les coins que je fais même une carte des cimetières juifs dans le nord de l'Éthiopie et c'est quelque chose qui est très riche. En passant, je vais vous faire la petite pub des livres que vous pouvez acheter en France sur le sujet, parce que moi, je n'écris pas de livres. Ça, c'est les livres Alors, passe plutôt vers droite. D'accord. Voilà. Parfait. Ça, Parfait. c'est un livre qui est intéressant, mais malheureusement porte le titre À la découverte des Falachas. Alors, une fois de plus, mais si vous voulez, c'est intéressant, c'est Bernard Nantais et Edith Ox. Ensuite, on a un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre de mon ami qui nous accompagne souvent comme conférencier, c'est Daniel Friedman, et c'est le livre qui s'appelle Les enfants de la reine Saba. C'est un grand sociologue, un grand ami de Waliske qui anime nos voyages aussi comme conférencier. Et ensuite, on a un livre récent qui a été écrit par une sociologue qui est basée à Marseille, Les Juifs de l'Éthiopie, de Gondar à la telle promise. Malheureusement, le sous-titre de ce livre, c'est Communautaire aux origines obscures. Alors ça, c'est le livre d'Elisa Antebi et vous pouvez le trouver aussi en forme poche. Ça coûte 8,90 € et si vous voulez découvrir en français les bases, c'est une bonne clé, mais je répète, le plus intéressant, c'est de découvrir en y allant et découvrir le terrain. Tous les livres que je vous ai montrés, malheureusement, parlent très peu ou pas du tout des Juifs éthiopiens qui sont en dehors d'Israël. Il y a des communautés de Juifs éthiopiens aux États-Unis, en Australie. Il y a des minyanes qui s'organisent un tout petit peu partout, même au Texas. Je voulais vous dire que tous ces livres que je vous ai montrés ne parlent pas non plus de la présence juive dans une région très intéressante qui s'appelle Harar, ou qui a connu la présence de juifs arabophones en lien avec Yémen. Alors, il y avait des juifs bêta Israël, mais en dehors de ces juifs, il y a une très, très belle communauté liée au monde arabe, yéménite, et c'est une communauté de Harar. Alors là-bas, j'y vais souvent, j'aime beaucoup cette ville. La communauté n'existe plus, mais il y a beaucoup de traces de cette communauté. Ce qui est intéressant, je voulais vous dire que j'ai découvert aux archives, je l'ai dit maintenant parce qu'il n'y a pas de travaux sur ça, mais c'est un sujet qui me passionne. Et comme tu es israélien avec une grande émotion, tu vas apprendre ça. Il y avait, après qu'on a jeté dehors les Italiens, les fascistes italiens, de l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie a été occupée par Mussolini, on avait très peur que Rommel prenne la Palestine. À l'époque, il y avait pas mal de Juifs en Palestine et le Joint de New York a échangé avec Haïlé Selassie, avec la ville de Harar, pour répatrier les Juifs de la Palestine, n'est-ce pas, menacés par Rommel en 42-43. Et dans le scénario noir, on devait évacuer les Juifs de la Palestine vers la région de Harar. Et dans les archives municipales de Harar, je trouvais la correspondance avec le Joint de New York qui aborde cette question. Et c'est un chapitre qui n'est pas du tout relevé à l'Occident. Et j'aimerais bien, si on a la possibilité et le temps, n'est-ce pas, de retourner aux archives de Harar, de travailler sur ces projets qui étaient malheureusement, heureusement pas réalisé parce que, comme vous savez, c'est maintenant l'anniversaire. Aujourd'hui, je pense, Rommel a été battu et finalement, la Palestine britannique n'a pas été prise par les Allemands. Alors peut-être quelques mots par rapport à ça. J'étais surpris à découvrir en fait les origines de cette maison. Tu parles de quoi?
de la synagogue ou de la maison avec l'étoile de David? Ah, alors ça c'est très simple. Il y a beaucoup de liens avec Israël. Il y a beaucoup de touristes israéliens qui viennent. Une fois dans un groupe, j'avais deux grands Israéliens nés en Israël. Et vous savez, en Israël, les Juifs éthiopiens, comme tous les Juifs, mangent bien et beaucoup. Alors, ils grandissent. Alors, ils étaient tout à fait américains, avec des baskets, des Nike. Ils se comportaient de façon très américaine. Et je les amenais, d'ailleurs avec mon fils aussi, dans la montagne du Simien. Et je l'ai découvert, on est rentré carrément dans les villages de leurs grands-parents. On a dormi là-bas, on a fait le feu de camp, n'est-ce pas? Et ils étaient complètement émus, et même un tout petit peu sous. Et ils m'ont dit, mais c'est complètement fou ce que tu fais. Tu es né en Pologne, tu vis en France et tu nous amènes, nous les Juifs éthiopiens, en Éthiopie pour montrer le village de nos grands-parents. Alors, c'était quelque chose qui est complètement. J'ai réalisé au fait de camp ce qu'on fait. C'était complètement incroyable, n'est-ce pas, de montrer l'Éthiopie aux Éthiopiens d'Israël. Alors, il y a beaucoup d'Éthiopiens et beaucoup d'Israéliens, beaucoup aussi d'Européens, beaucoup d'Américains qui viennent en Éthiopie. Et ils sont tellement travaillés par l'histoire de la présence juive là-bas qu'il faut répondre à cette demande. Du coup, il y a quelques businessmen locaux de la région de Gondar qui sont musulmans, qui ont répondu à l'offre, à la demande, à la curiosité des juifs et non-juifs, beaucoup d'Allemands aussi. Alors, ils ont transformé une maison en synagogue, ils ont mis un grand Magen David pour que ça soit clair. Ils ont mis les couleurs d'Israël pour que ça soit lisible. Et ils demandent 5 euros pour rentrer. Alors, ça me fait très, très mal parce que ça me rappelle l'Europe de l'Est, avec tous ces gens qui font du business avec la mémoire juive, avec des restaurants qui vous servent les plats juifs et qui sont tenus par des gens sympas parfois, mais parfois par des antisémites. Bref, c'est un tout petit peu bizarre, ce commerce de la mémoire de la présence juive. Et malheureusement, l'Éthiopie n'a pas pu éviter ces pièges. Et il y a des locaux qui vendent, qui bradent la mémoire juive de façon extrêmement simpliste. Alors, quelle est ma réponse? Actuellement, je travaille avec le conseil municipal de Gondar et avec quelques personnes en Israël sur un projet d'un musée juif à Gondar. Alors ça sera la meilleure réponse entre les guillemets scientifiques, j'aime pas ce mot, mais peut-être une réponse juive, une réponse culturelle, une réponse forte par rapport au passé et par rapport à cette demande et cet intérêt de juifs étrangers et non juifs, je répète. Les Allemands adorent ça. Les Allemands, quand ils voient Magen David dans une maison, ils payent même pas 5 euros, beaucoup plus, ils prennent des photos et voilà, ils étaient dans une maison juive. Ça me fait mal et je pense qu'un musée, un véritable musée juif de Gondar, qui est soutenu, ce projet est soutenu par la municipalité qui me dit carrément, je te donne un local de cette surface, on peut prendre en charge l'électricité. Alors, tout est à faire. Et je pense que c'est aux Juifs éthiopiens, d'Israël notamment, de raconter leur histoire. Il ne faut pas que les autres racontent l'histoire des Juifs israéliens à leur place. Même moi, je me sens mal malgré mon enthousiasme, je ne vais pas me mettre en première ligne sur les premiers fronts. Pourquoi? Parce que je suis alsacien. Je suis pas, même si j'adore l'Éthiopie, n'est-ce pas? Je la connais très très bien, et pas de livres, mais du terrain. Je dirais, c'est pas à moi de raconter leur histoire parce que c'est pas moi. Et je souffre un tout petit peu quand on voit les colloques, les séminaires à la Sorbonne. Alors ça, c'est la maladie des universités américaines. Il y a plein de congrès sur le judaïsme éthiopien.
et finalement, vous voyez des dizaines de professeurs, tous sont blancs. Il n'y a pas un seul Beta Israël. Alors, laissons-les raconter leur propre histoire eux-mêmes. Alors, moi, je me situe en arrière, je vais les aider, mais je ne vais pas raconter leur histoire à leur place. Maintenant, on fait ça pour nous parce que c'est intéressant, parce que ça passionne tout le monde, mais soutenons-les pour qu'ils soient confiants dans leur récit, dans leur histoire, dans leur richesse aussi, et soutenons pour qu'ils racontent leur histoire eux-mêmes. Et je pense on est sur le bon chemin, et je pense que dans un an, on va ouvrir ce musée. Tout dépend en fait de la pandémie. Bravo. Alors, on parle rapidement d'Alia. Alia, je pense. On a parlé, mais voilà. Le dernier avion. Alors, il faudrait pas qu'on termine avec ça parce que l'avenir est beaucoup plus radieux que le passé. Je pense qu'on aura beaucoup d'échanges. Je vois déjà des membres de la communauté qui sont à la Knesset, qui étaient à la Knesset. Je connais plusieurs businessmen qui sont très actifs notamment dans l'exportation des grains. Il y a notamment sésame, n'est-ce pas? Pratiquement tous les sésames planétaires viennent de l'Éthiopie. Ça passe par peut-être 2-3 entreprises israéliennes qui sont Beta Israël. Alors, si vous voulez, il y a énormément de choses positives que je vois dans l'avenir proche. Je pense, j'espère franchement que l'Éthiopie va se développer sans conflits ethniques que nous connaissons malheureusement aujourd'hui. Et c'est un pays avec un tel potentiel qu'il va nous surprendre. Et je dis qu'Israël est très active. En tant que Français, je regrette que la France dort, que la France a à l'ambassade d'Israël, il y a des dizaines de gens qui travaillent, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas de l'ambassade de la France. Alors, on est toujours fort dans les discours, n'est-ce pas? Mais ici, on est en face d'un pays qui est émergent, qui veut travailler avec 110 millions de personnes qui souhaitent travailler. Et c'est une bombe économique. Et c'est dommage que seulement les Chinois le sachent. C'est dommage que la France ne soit pas plus active. Pas Alors, seulement la France. on passe peut-être rapidement au dernier film. Oui. Et après, on garde quand même quelques minutes pour échanger. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer en amont qu'il s'agit d'un ami qui voyage beaucoup avec moi, qui s'appelle Moïse Vinitsky. Je ne sais pas si vous connaissez certainement, n'est-ce pas, un grand chanteur parisien, Charles Aznavour. Alors, c'est Charles Aznavour qui a introduit avec Vinitsky, Maurice Vinitsky, klezmer après Auschwitz, après Shoah, pour tous les survivants, pour les familles qui faisaient des mariages en 45-46, c'est Vinitsky et Aznavour qui chantaient pour les bar mitzvot et pour les mariages juifs à Paris en 45, 46, 47. À l'époque, on ne parlait pas de la musique klezmer, on n'utilisait pas ces termes, mais c'est Maurice avec Charles qui jouait pour les mariages juifs des survivants et pas seulement, oui, pour les survivants, n'est-ce pas? On est en 45 à Paris, 46. Et d'ailleurs, je vous invite, on va faire une rencontre par Zoom avec Maurice Vinitsky, qui est un formidable musicien. Alors, je l'ai amené en Éthiopie et il était tellement ému qu'il a sorti sa flûte. Il joue beaucoup d'instruments, il chante, il joue beaucoup d'instruments, mais pour voyager, il se balade avec une flûte et il a sorti cette flûte. Et Yoav, peut-être tu peux montrer. Et on va voir, c'est incroyable. C'est à la grande synagogue de Gondar, avant Shabbat. Nelly qui m'écrit, bien entendu, j'ai loupé le début. Ouais. Et vous avez... Est-ce que tu les montres? Oui, ça marche. Est-ce que vous voyez? On ne voit pas, Yoav? On ne voit pas, on voit. Ah non? C'est bloqué. Je recommence.
Alors, encore une fois. Retourne au grand écran. Alors, le micro, Judith, il faut éteindre. Oui. Merci. Alors, est-ce que vous voyez maintenant? Et on voit une image là, oui, on voit Parfait. une assemblée là, oui. Magnifique. Magnifique. Alors voilà un clin d'œil de la part de Maurice. On va faire certainement un zoom avec lui sur cette histoire incroyable de joie avec Aznavour. Et je pense qu'on peut donner le temps aux questions, n'est-ce pas? Alors, on garde quelques minutes et on a 3-4 minutes pour des questions, pour échanger. Alors, on est très nombreux. Alors, peut-être envoyer un message. Pardon? Il y a combien de personnes? Alors, actuellement, on est 105. On était 115. Ouais. Oui, Oui, Déborah, bonjour. Dora, bonjour. Je voudrais juste rajouter quelque chose, si André me le permet. Une lecture typiquement éthiopienne, un texte du XIIIe siècle, Kebra Negast, Gloire des rois, qui a été traduit en français, bien sûr, par un étudiant en théologie de la faculté de Strasbourg, Samuel Mahler. Et ça raconte l'histoire, entre autres, de Makeda, la reine de Saba et de Salomon, de Ménélique, et puis aussi une histoire, si vous ne la connaissez pas, Ménélique, il est parti en emmenant les tables de la loi, et elles sont toujours encore aujourd'hui, paraît-il, dans la chapelle Sainte-Marie de Sion à Aksoum. Alors, voilà, Dora, merci. Les livres, c'est un récit en fait de base pour le christianisme éthiopien. En fait, c'est un équivalent, si vous voulez, du Talmud pour les chrétiens et pour les Éthiopiens. Pour les chrétiens éthiopiens, un recueil de commentaires par rapport aux évangiles. Alors, c'est passionnant de voir que les chrétiens éthiopiens sont si proches du judaïsme qu'au lieu, n'est-ce pas, de mettre au centre du rituel Corpus Christi, comme dans le Nord, chez les orthodoxes et chez les catholiques, là-bas, ce sont les lois de Moïse qui sont cachées dans une sorte d'Aaron HaKodesh. La copie d'Aaron HaKodesh se trouve dans chaque église, n'est-ce pas? Et quand ils sortent, c'est une grande fête. Il y a en général quelque chose qu'on utilise normalement pour Purim chez nous, qu'on utilise. Alors ça, c'est une pièce très, très intéressante parce que ça date... C'est très intéressant, j'appelle ça Dostoïevski.
parce que vous avez la cartouche encore soviétique, la guerre. Voilà, c'est une récupération de la cartouche soviétique et la paix. Alors, quand on sort les lois, c'est une immense joie. On sonne chopard, d'accord? On fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, ça, ce sont les copies dans les églises. Chaque église a une copie des lois et bien entendu, les originaux se trouvent à Aksum, dans la ville sainte, dans les Tigrés. Et là-bas, il y a un moine qui est maçonné sur une surface de 15 mètres carrés dans une cabane et garde à vie les lois. On lui donne à boire et à manger par un petit trou. Et c'est vrai, c'est l'honneur de la famille, n'est-ce pas, des parents, d'avoir un moine maçonné à vie là-bas. C'est quelque chose d'incroyable. Avant, les lois se trouvaient sur une île Kirkos, sur le lac Tana. Avant, c'était Assouan et avant, Jérusalem. Alors, l'histoire de ces récits est un tout petit peu... c'est bon, c'est très bon. Chacun a un droit à son récit, n'est-ce pas? Ils ont un récit, nous avons le nôtre. C'est un récit qui dit que la belle reine Saba a trouvé quelque part des renseignements sur le roi Salomon, qui était très, très sage, elle voulait absolument le voir. Elle est partie avec beaucoup de cadeaux, elle est arrivée à Jérusalem, mais Salomon, c'était un homme sage, mais un tout petit peu filou, parce qu'elle lui a donné des plats très, très salés pour qu'elle se réveille la nuit, chercher à boire. Et ça s'est passé ainsi. Elle a mangé des plats salés offerts par le roi Salomon. Elle avait très soif la nuit. Elle est partie boire parce qu'elle avait soif, mais elle est tombée sur Salomon, ou Salomon est tombé sur la belle reine Saba. Du coup, le roi Ménélec, le roi, n'est-ce pas, Melech, est né de cette union et ils sont retournés ensemble en Éthiopie. Et ensuite, Ménélec, une fois après Bar Mitzvah, il est retourné chercher la pension alimentaire chez son papa. Et comme il ne l'a pas eu, il a pris les lois. Et il est parti avec les lois. Alors, dans ces récits, on dit qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont partis. Alors, du point de vue chrétien, éthiopien, il y a des Juifs qui sont restés en Israël et des Juifs qui ont traversé l'eau. C'est aussi une référence par rapport au mikveh, par rapport au baptême. Ont traversé l'eau et ils sont devenus chrétiens, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est les récits chrétiens de lois d'Aaron HaKodesh qui se trouve à Aksum. Alors, André, c'était magnifique. Je pense qu'on pourrait passer tout le monde encore quelques heures ensemble. L'idéal, bien sûr, c'est partir avec toi là-bas. Mais pour ça, on attend encore un peu. Et je ne sais pas si vous avez encore des questions. Il nous reste encore 1 minute. Si quelqu'un aimerait réagir. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce qu'il y a des Juifs qui vivent dans la province du Nord, au Tigré? Et est-ce qu'il y a toujours une communauté juive à Asmara, en Érythrée? Alors, rapidement, Tigré, c'est une ethnie qui a amené le christianisme. Aksum, c'est une ville historique du Tigré, et Tigré, les Tigréens ont un statut très spécial dans la richesse éthiopienne. Je voulais vous dire que les Juifs tigréens se considéraient toujours comme les meilleurs. C'était un tout petit peu du bessere Menschen, c'est un tout petit peu comme le Lorrain dans le judaïsme alsacien, français. Je fais très attention, n'est-ce pas, pour ne pas blesser personne. Mais si vous voulez, dans le monde juif, il y a des juifs et il y a des gens qui sont plus juifs. Voilà, l'Éthiopie,
n'est pas épargné par cette compétition. Et il y a des Juifs tigrins qui souffrent d'un grand complexe de supériorité, mais il faut le dire aussi des tigrins non juifs. Les chrétiens, d'ailleurs les musulmans aussi tigrins, se sentent un tout petit peu plus touchés par la grâce divine que les autres. Alors voilà, Tigré, c'est une région magnifique. Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs, beaucoup de juifs dans les Tigrés parce que c'est une communauté qui est une minorité dans la minorité, et c'était les juifs qui sont partis en premier. C'était des juifs qui sont partis en premier en Israël. Alors aujourd'hui, je connais des familles juives à Aksum, il y en a à Mekele aussi, dans la capitale de la région. Mais je voulais vous dire que la vie juive aujourd'hui se trouve à Addis Abeba et à Gondar. Dans les Tigrés, il y a très peu de juifs, et je pense que j'ai répondu à la question qui est tout à fait intéressante. Il s'agit d'une minorité dans la minorité. Une minorité qui se sent animée par une mission. C'est comme ça. Les chrétiens d'ailleurs aussi, ça ne concerne pas seulement les juifs tigrins. Malheureusement aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on parle aussi des actualités, il y a un grand conflit qui oppose cette province qui va être autonome, n'est-ce pas, comme la Catalogne éthiopienne, et la fédération. C'est absolument bête, mais c'est vrai, à la sortie du communisme, les gens issus de cette province ont pris les postes clés, et c'était trop injuste pour les autres. Alors, les deux ethnies principales, Oromo et Amara, n'ont pas supporté ça. Espérons que tout va se calmer. Tigré va retrouver sa place au sein de la fédération. Et Asmara, il y avait une communauté juive, mais qui n'était pas Voilà, d'origine. la dernière question, Asmara, il y a plus de communautés. Par contre, il y a pas mal de familles qui se retrouvent dans un minyan. Et Asmara, c'est une situation très délicate parce que c'est un régime stalinien qui, comme tu sais, est extrêmement anti-religieux. Il s'agit d'une pratique semi-secrète parce qu'en fait, ils sont doublement fautifs, ils sont juifs, et en plus, ils sont anticommunistes. Alors, c'est un tout petit peu difficile, mais les juifs sont toujours là. C'est une province qui était plus italienne que les autres régions de l'Éthiopie, et plus chrétienne aussi. Le lien avec le judaïsme était très fort, et surtout la proximité avec Yémen. Yémen est juste en face. Alors, si vous voulez, Asmara avait une très, très belle communauté qui aujourd'hui a émigré, entre les guillemets, vers Addis Abeba. Et il y a une synagogue plus ou moins fermée dans la région du Mercado, qui, dans le quartier du Mercado, à Addis Abeba, qui est construite animée par cette communauté d'expatriés d'Asmara. André, on va prendre les dernières questions de M. Mendel. Voilà. C'est pas tellement une question. Je voulais justement, je suppose, au nom de beaucoup de nos amis bruxellois, que je vois aussi, Judith, Egon, René, etc., remercier André, Loïka et les organisateurs pour cette très intéressante présentation. Et je voulais juste vous dire que pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de partir avec André ou avec Loïka, dans tous ces voyages que nous on a fait 8, Sylvia et moi, entre les deux, on n'a jamais eu, il y a toujours eu une surprise ou des choses non entendues, des choses spontanées. Par exemple, en Éthiopie, quand on était avec André il y a 2 ans, en Éthiopie, on a trouvé dans un hôtel de Gondar un ami personnel à moi, mais qui est un des héros des Israéliens, qui est responsable pour l'Aliyah d'un groupe important d'Éthiopiens en 91 ou 90-91 d'Addis Abeba. Et lui, il était à l'ambassade, donc il était là et il était témoin
Et pendant 2 ou 3 soirées, il nous a raconté beaucoup sur l'intégration des Éthiopiens en Israël parce qu'il travaille actuellement dans ce domaine. Donc, voilà, quelque chose, il faut avoir le mazal et parfois aussi la chutzpah d'André pour avoir de telles surprises. Voilà, donc je vous remercie et j'espère que tout le monde va être en mesure de voyager bientôt avec Valisk. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter juste une petite chose? Oui. On m'entend? Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur les aliotes et je pense que André n'a pas parlé des opérations Moïse parce qu'il y a quand même eu des sauvetages. Et avant l'opération Moïse, la France a été le premier pays occidental qui, à travers l'agence juive, le Fonds social et l'organisation des immigrés, ou enfin, qui ont fait des sauvetages des premiers Éthiopiens qui sont sortis, qui sont arrivés en clandestinité. On a réussi à les héberger 2-3 jours avant qu'ils ne repartent en Israël parce qu'il leur fallait des visas collectifs. C'était des gens qui ne parlaient pas, évidemment, ni un mot d'anglais, encore moins le français. Il y avait parmi eux une personne qui parlait 3 mots d'hébreu et c'était un sauvetage avant les opérations Moïse et c'était dans les années 85 et 86 en France. Voilà, je voulais simplement le signaler, que les aliotes n'ont pas toujours été les plus faciles pour eux. C'était des gens qui avaient traversé des déserts pendant des mois et qui sont arrivés vraiment comme des va-nu-pieds. Nous les avons, qui ne pouvaient pas manger. Ils ne savaient même pas on savait même pas ce qu'on pouvait leur donner à manger. On les a habillés comme on a pu pour les faire repartir en Israël. Et c'est Air France qui nous a également aidés à les faire sortir. Je crois que c'était par la Somalie. Voilà, c'est une petite aparté. Bon, André, on répond rapidement. Alors, rapidement, je vais dire aussi cocorico. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, notamment en Belgique, qui ont participé, mais c'est vrai, toutes les aliotes ont été financées par une mobilisation américaine sans précédent. Et c'est vrai, les Américains qui n'ont pas pu réaliser les rêves de combattre le racisme aux États-Unis, n'est-ce pas, rêvaient toujours d'avoir un soldat israélien noir. Ils ont réalisé ces rêves. Il y a aujourd'hui dans la Tsahal beaucoup de soldats d'origine éthiopienne. Je pense que c'était les projets qui ont mobilisé les gens de bonne volonté aux États-Unis notamment, aussi en Israël. J'ai oublié, Menia, le nom de ton ami, comment il s'appelait? C'est un vrai héros en Israël. Micha Feldman. Ah, Feldman. Micha Feldman. Micha Feldman, c'est un immense héros en Israël. Micha Feldman, c'est vraiment un grand mensch pour les Éthiopiens, pour les Israéliens d'origine éthiopienne, et pour les jeunes Israéliens aussi. C'est quelqu'un qui est très médiatisé en Israël. Et Micha, c'est un personnage immense. Alors, je pense que beaucoup de gens de bonne volonté, en Belgique, en France, en Israël, mais surtout aux États-Unis, ont fait que, comme on dit aux États-Unis, le rêve est devenu la réalité. Et c'est quelque chose de formidable. C'était un nouveau sens du sionisme. C'était quelque chose de formidable. Et bravo pour cette richesse qui a apporté beaucoup à Israël. Oui. André, encore, il y a deux personnes. Il y a M. Albert Kovo, je pense qu'il va réagir, et après Paul. Est-ce qu'il y a moyen de voir votre présentation? Parce que je suis arrivé en retard, malheureusement. Est-ce que tu l'as enregistré, Yoav? Alors, c'est enregistré et ça va être sur YouTube. On peut trouver ça sur le site de Consistoire ou sur le Facebook, le patrimoine juif en Alsace. D'accord. On va mettre ça rapidement. S'il vous plaît, il y a d'autres questions? Il y a Paul, dernière chose?
Oui, je voulais juste rappeler à Valiske que lors de notre voyage en Éthiopie, qui était le tout premier voyage, nous avions eu comme voyageur, malheureusement il est décédé maintenant, Philippe Magne, qui était un des médecins de Médecins sans frontières qui s'est occupé du rapatriement dans le rapatriement de l'envoi par le système Moïse. Philippe Magne a cofondé avec Kouchner, je pense, sans frontières, et il a participé en tant que seul français, n'est-ce pas? Il était dans le Soudan. Et pour la première fois, il a mis les pieds avec Valiske en Éthiopie. Et il était très, très ému parce qu'il connaissait les victimes, n'est-ce pas, de cette famine dans le Soudan, dans les camps de réfugiés. Mais nous, on est allés de l'autre côté, en Éthiopie. Alors, il nous a montré des photos, n'est-ce pas, très émouvantes de son travail quand la nuit, il prenait des réfugiés, les mettait dans les avions. Opération Moïse. C'est ça. C'était un sauvetage. C'était carrément un sauvetage. Voilà, je voulais rappeler sa mémoire parce que quand même... Un grand merci, Paul, parce que c'était un mensch, un homme très dédié à l'Éthiopie. Moi aussi, dans les Balkans, il a fait la même chose en Yougoslavie. Alors, un grand merci en Amérique à M. Genalou, en consistoire israélite. Comme il y a beaucoup de synagogues abandonnées, vides en Éthiopie, tu sais très très bien, peut-être on peut faire aussi appel aux Juifs éthiopiens pour les repeupler, n'est-ce pas, en Alsace. Avec plaisir. Un grand merci à Yoav qui anime beaucoup de projets de sauvetage du patrimoine juif alsacien, qui s'occupe de plusieurs chantiers en même temps. Un grand merci pour ce voyage en Éthiopie et j'espère qu'on pourra faire d'autres. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à Yoika. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et rendez-vous lundi prochain si vous voulez à 14h. Bonne semaine à vous tous. Merci encore. Au revoir.